fonction. Le métier, c'est magistrat. On est soit magistrat du siège, soit magistrat du parquet. Les magistrats du siège, pour ceux qui sont tout récents dans l'apprentissage du droit, sont ceux qui jugent, sont ceux qui sont assis. C'est pour ça qu'on les appelle les magistrats du siège. Magistrat du parquet, est-ce que vous savez pourquoi on dit parquet? On dit aussi ministère public, pour parler de ceux qui représentent la société et qui accusent. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient l'expression parquet? Personne? Le parquet, c'est parce que les magistrats qui représentent la société, qui représentent l'intérêt public, étaient en réalité, avec les autres magistrats, dans une salle d'audience qui faisait comme un petit parc. Et du coup est venue l'expression parquet pour désigner ceux qui représentent la société. Alors, magistrat du parquet, il y a une fonction que l'on connaît, que l'on voit dans les films, c'est celui qui a toujours le doigt pointé et qui accuse. La fonction du parquet, c'est quelque chose qui est assez difficile à bien comprendre en France parce que c'est une source de polémique. Les magistrats du parquet, d'abord, est-ce qu'on devient magistrat du parquet parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce que c'est un goût, c'est une intention portée à la chose publique ou pas? En réalité, souvent, lorsque vous êtes élève magistrat, auditeur de justice à Bordeaux, vous ne savez pas forcément si vous voulez devenir parquetier ou magistrat du siège ou magistrat debout. Ce qui détermine parfois, alors il y a ceux qui aiment le pénal et qui se disent je vais faire du pénal, mais je ne veux pas être le juge assis à côté qui ne dit pas un mot, je veux être actif, je veux être très dynamique, je veux être dans une équipe. Ce qui caractérise le parquet, c'est le fait d'être dans une équipe. Dans une équipe très solidaire. Et le parquet, à la différence du siège, il est ce qu'on appelle, il peut se remplacer les uns les autres. C'est-à-dire à une audience, vous avez un parquetier qui représente l'accusation qui arrive, et il va devoir quitter la salle d'audience, il va être remplacé par un autre, ça ne pose aucun problème. C'est impossible pour les magistrats du siège. Alors, le parquetier, pourquoi certains choisissent le parquet? Alors, je vous le disais, attrait du pénal, attrait aussi d'une certaine, comment dirais-je, l'envie d'avoir quelque chose à la fois de performant, d'actif. Pourquoi je dis ça? Parce que le parquet, il va diriger toute l'action pénale. Vous disiez, il n'y a pas de pénal sans parquet. Effectivement, ça veut dire que le parquet, il va être à l'origine de toutes les procédures. C'est lui qui va choisir, au départ, quelle est la procédure. Le parquetier, il va être au contact des services de police, de gendarmerie. Il va travailler, le parquet travaille 24 heures sur 24. Pas tous les magistrats travaillent 24 heures sur 24, mais il y a une permanence 24 heures sur 24 dans toute la France pour les parquetiers. Le parquet, c'est choisi aussi parfois parce qu'à la sortie de l'école, on dit voilà, je voudrais être à tel poste géographique pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, et on vous dit ah, si vous choisissez tel endroit, ben désolé, il n'y a qu'une place pour être parquetier. Alors les jeunes vont au parquet. Donc vous voyez bien que le choix du parquet, c'est soit un choix volontaire, soit un choix à défaut, soit un choix parfois imposé pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles. Une fois qu'on est au parquet, qu'est-ce qui se passe? Et moi, mon but, c'est de vous montrer l'intérieur du parquet. Le parquet, il y a un parquet au niveau des tribunaux judiciaires, et il y a un parquet au niveau de la cour d'appel. Au niveau des tribunaux judiciaires, vous avez un procureur, des vice-procureurs, ce sont des grades, des substituts du procureur. Au niveau de la cour d'appel, vous avez un procureur général et des avocats généraux. Quelle est la différence? Le procureur de la République d'un tribunal judiciaire, prenons Paris, a au-dessus de lui le procureur général de la Cour d'appel de Paris. Parce que le grand principe du parquet, si je vous dis principe de hiérarchisation, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y en a qui sont en deuxième ou troisième année, là? Il y a de tout, 1, 2, 3. Qui est en troisième année ou deuxième? Plus de bachelor 1 et 2, là, je vois.
Le problème du parquet, c'est notamment le problème de la hiérarchisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes au parquet, entre guillemets, je dirais, vous devez obéir. Vous devez obéir à votre procureur, qui lui-même doit rendre compte au procureur général dans les affaires qu'on appelle sensibles. Qu'est-ce que c'est qu'une affaire sensible? C'est une affaire qui a un relais médiatique. Vous en avez une, la caractéristique actuellement, c'est ce qui se passe avec la fameuse, non pas plainte, mais c'est pas une plainte, c'est une main courante déposée contre un homme politique. Ça serait une main courante déposée contre Landa, à mon avis, personne n'en aurait parlé. Là, c'est déposé contre un homme politique. Il y a eu probablement la confidence d'un policier qui a dû saisir un journaliste en disant « Dites donc, vous savez, il y a un tel, là, il fait l'objet d'une main courante. » Ça devient sensible parce que c'est un homme politique connu, c'est un numéro 2 d'un parti, donc c'est ce qu'on appelle une affaire sensible. Et à partir de ce moment-là, le procureur général qui a autorité sur le procureur de Paris va regarder ce qui se passe. Pourquoi il regarde ce qui se passe? Parce que lui-même va rendre compte. À qui il va rendre compte? Au service du ministre de la Justice, directeur des affaires criminelles. Le procureur de Paris, il va prendre des initiatives. Peut-être une enquête préliminaire, peut-être l'ouverture d'une information, on ne sait pas. Donc vous voyez bien, il y a des moments où s'impose aux jeunes procureurs, aux jeunes substituts, aux jeunes vice-procureurs, s'impose la décision que va prendre son procureur. Comment ça se passe? Il y a une permanence. Je vous ai dit, nous avons autorité sur les services de police et de gendarmerie. Au téléphone ou au fax arrivent toutes les interpellations réalisées par les services de police et de gendarmerie dans la journée et dans la nuit. Et le substitut ou le vice-procureur qui est à l'appareil note. Il note et on lui dit voilà, un tel, on a placé un tel en garde à vue. Et il va suivre toute l'évolution du dossier pendant tout le temps où se déroule l'enquête, soit l'enquête de flagrance, soit l'enquête préliminaire. Je ne veux pas entrer trop dans les détails d'enquête de flagrance et préliminaire parce que c'est assez technique, mais il va suivre et à la fin, il va prendre une décision. Mais il va aussi qualifier les faits. C'est-à-dire que si c'est une affaire banale, ça ne pose pas de problème. C'est une affaire sensible, il va aller voir son chef de section. Les parquets sont divisés en divisions ou chefs de section, et les chefs de section ont sous leurs ordres un certain nombre de substituts du procureur. Les substituts du procureur, ils racontent à leur chef de section ce qui s'est passé, et s'il y a une affaire un peu sensible, ils en parlent. Et le chef de section en parle au procureur. Alors, si je reçois une plainte, enfin une garde à vue, et que je dois prendre une décision, c'est une affaire sensible, je vais aller voir mon procureur, je dis voilà, dans tel dossier, j'ai tel individu qui a été interpellé, on lui reproche ça, ça et ça. Il va me dire quelle qualification allez-vous donner aux faits? Parce que c'est ça aussi le métier du procureur, c'est de qualifier les faits qui lui sont soumis. Par exemple, s'il y a des violences, savoir si ce sont des violences simples ou des violences aggravées en réunion, avec des circonstances aggravantes, s'il s'agit d'une personne âgée, d'une personne sur laquelle il a autorité. Par exemple, un mineur, un père qui viole ou qui bat son enfant, c'est une personne qui a autorité, donc c'est circonstances aggravantes. Donc il faut qualifier les faits. Et parfois, il y a une discussion entre le procureur et le substitut, ou le vice-procureur, pour savoir quelle qualification donner. Donc vous voyez qu'il est extrêmement important pour le procureur d'avoir des informations très complètes de la part des services et de gendarmerie. Donc, le rôle du procureur, matin et soir, pendant la nuit, c'est d'être le destinataire de toutes les interpellations, de tous les délits ou crimes, et ensuite prendre une décision. Il y a une permanence, il y a en France ce qu'on appelle le traitement en temps réel des infractions. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous allez au parquet, vous allez à Bobigny par exemple, vous allez avoir un parquet mineur, pour les mineurs, avec un substitut du procureur, au téléphone, pendant toute la journée. La nuit, un autre va prendre le relais et vont être traitées toutes les affaires de mineurs.
avec les décisions qui doivent être prises. Pareil pour les majeurs. Alors là, il se pose un problème qu'il faut que vous compreniez bien. Vous savez qu'on fait une grande discussion aujourd'hui sur les solutions, les résolutions, les atermoiements que prennent certains magistrats quant à certaines affaires, quant à leurs solutions ou leur déroulé ou leurs décisions, leurs jugements. On reproche à la magistrature de ne pas répondre à l'exigence de la population. Et vous savez, cette fameuse expression, les policiers arrêtent, les juges libèrent. Alors il faut que vous compreniez pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ce n'est pas faux. Je ne vais pas vous dire que c'est faux, ce n'est pas faux. Quand vous êtes substitut de permanence, vous avez au téléphone les services de police et de gendarmerie de tout le département. Et vous avez les responsables du tribunal qui organisent les audiences et qui vous disent, voilà, Monsieur Cross, on a pour demain 15 dossiers possibles en comparution immédiate. On a 20-25 dossiers possibles pour une citation à 2, 3, 4, 5 mois. Et puis on a une trentaine de dossiers possibles, mais à 8, 10 mois. On n'a pas de magistrat, on n'a pas de greffier, on n'a même pas de salle. Or, vous avez 110 appels par jour, 120 appels par jour. C'est-à-dire que lorsque vous recevez l'appel des services de police et de gendarmerie, vous devez décider, en raison de la gravité de l'affaire et assez rapidement, quelle solution vous allez apporter. Une fois que vous avez rempli vos 15 comparutions immédiates, qu'est-ce qui vous reste? Vous allez avoir une affaire qui va arriver et on vous dit, voilà, c'est assez grave, c'est en flagrance, il faudrait faire une comparution immédiate. Je ne peux pas, je n'ai pas de place. Alors, c'est très simple, vous allez dire à ce monsieur ou à cette dame, vous allez la convoquer pour dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en fonction de la place que j'ai, des audiences qui sont possibles. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse immédiate à certains faits graves. Moi, j'ai vu des affaires qui étaient quasiment des affaires criminelles. On baissait d'un cran et on disait on ne peut pas les mettre en comparution immédiate. Ou alors on essaie d'ouvrir ce qu'on appelle une information, de saisir un juge d'instruction. Le juge d'instruction, il est saisi de manière obligatoire dans les crimes. Mais pour les délits, ce n'est pas toujours possible. D'ailleurs, la prééminence du juge d'instruction qui existait il y a 40-50 ans, elle est aujourd'hui balayée complètement. Les juges d'instruction ne représentent aujourd'hui que 3% des affaires. C'est tout. Et dans les 3%, il y a les affaires criminelles obligatoires. Donc vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Donc, vous avez rempli vos audiences de comparution immédiate. Vous avez rempli vos audiences à plus ou moins long terme. Mais ça continue à arriver. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on faisait ce qu'on appelait, ça a changé maintenant, les rappels à la loi, les délégués du procureur, les compositions pénales, les médiations pénales, et où on disait au service de police, vous direz à cette personne de ne pas recommencer pendant 6 mois. Vous mettez le dossier pendant 6 mois sous le coude. Dans 6 mois, s'il a recommencé, vous me ressaisissez, on verra ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Le problème du parquet, c'est qu'il n'en peut mais aujourd'hui, mais je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui comme hier. J'ai entendu, moi, pendant quasiment 40 ans de ma carrière, j'ai entendu les mêmes discours par les chefs de juridiction et les chefs de parquet disant « nous n'avons pas les moyens ». Nous n'avons pas les moyens matériels, nous n'avons pas les moyens en chambre, en salle d'audience. Une salle d'audience, ça veut dire 3 magistrats, sauf pour les juges uniques, mais bon, un greffier, un huissier, des services d'ordre, et puis l'environnement. Donc ça, il n'y a pas. Donc on fait avec ce qu'on a. Et c'est d'autant plus que les consignes qui sont données, quand je dis que le parquet est hiérarchisé, il y a aussi un autre problème qui se pose pour les procureurs. C'est qu'ils sont les représentants de la politique pénale du gouvernement. Ils sont, à la différence des magistrats du siège, ils ne sont pas inamovibles.
ils ne doivent plus recevoir des instructions individuelles dans les affaires individuelles. Ça, ils n'en reçoivent plus depuis que Mme Taubira a été ministre de la Justice, c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle des publications données par le ministre de la Justice, qui sont des notes adressées aux procureurs, des directives de politique pénale. Et les procureurs sont astreints, doivent aller dans le sens des directives pénales. Par exemple, vous allez avoir, il y a un moment donné, il y a très longtemps, il y a eu des problèmes avec des chiens très agressifs qui attaquaient, c'était notamment dans le cadre de trafic de stupéfiants, et qui blessaient énormément, souvent des enfants, des personnes, tout ça. Il y a eu une directive donnée par le ministre de la Justice de l'époque disant il faut absolument axer la politique sur la répression pour les gens qui possèdent des chiens de telle catégorie. Donc, le procureur a demandé aux services de police et de gendarmerie du département de donner la priorité à ces chiens. Aujourd'hui, il y a des circulaires ministérielles qui viennent vous dire violence contre les femmes, a priori. C'est pour ça d'ailleurs que ce fameux dossier, aujourd'hui, il a un écho beaucoup plus important, parce que les instructions du ministre Dupond-Moretti, notamment sur la violence contre les femmes, sont là, sont présentes. Et on nous dit qu'il faut privilégier absolument la poursuite de toutes les violences contre les femmes. Donc, les services de police doivent, on les organise de telle manière qu'ils reçoivent mieux les femmes, qu'ils les écoutent mieux, qu'ils éventuellement informent le parquet de tous les actes de violence qui sont commis par les services par les époux. En général, ce sont les maris, parfois ce sont les femmes. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc vous voyez, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'encadrement du parquet dans ce qu'il fait, dans son travail. Le parquet, à la différence des magistrats du siège, c'est vrai qu'on peut se poser la question de son indépendance, puisqu'il reçoit les circulaires, puisqu'il doit répondre à ces circulaires. Le problème du parquet, c'est qu'il n'est pas, à la différence du juge, il n'est pas inamovible. Qu'est-ce que c'est que l'inamovibilité? Qu'est-ce qu'il sait? Bah, tout de même, pas possible. Ils sont un peu timides aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Allez. Oui, allez-y, monsieur. Je ne vous entends pas, parler plus fort. Ils ne peuvent pas être évoqués. Voilà, on ne peut pas bouger un magistrat du siège contre sa volonté. On peut dire à un magistrat du siège, écoutez, on va vous faire une promotion géniale, on va vous désigner président de telle chambre, de tel tribunal. Ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas le contraindre. On peut dire à un procureur, vous avez fait pas mal de bêtises, on va vous envoyer à Limoges. Ça, c'est possible, ça a été fait. C'est possible. D'ailleurs, dans certains dossiers, on vous apprend en fac, la parole est libre, la plume est serve. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole est libre, la plume est serve. Pendant que vous vivez un petit peu, je vais répondre. Ouais. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ça veut dire qu'un quelconque de représentant du ministère public, puisque vous avez compris, ça vous a été dit tout à l'heure, le ministère public est un et indivisible, il peut avoir écrit quelque chose dans ses réquisitions et changer à l'oral. Est-ce qu'on est bien d'accord, c'est ça? Oui, alors ce qui se passe, par exemple, lorsqu'il y a une affaire pénale un petit peu sensible, il y a parfois un entretien entre soit le chef de section du procureur qui va aller à l'audience, soit avec le procureur directement du tribunal judiciaire. Et le procureur va demander, va dire qu'est-ce que vous allez requérir dans ce dossier qui est important. Le magistrat, je vais requérir 3-4 ans ferme. Ah non. Il faut que vous montiez au moins 7 ou 8 ans. On peut monter jusqu'à 10 ans correctionnel. Hein. Alors, ah non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes très libre, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'audience. Le procureur vous dit il faut faire ça. Vous pouvez à l'audience dire on m'a demandé de recueillir telle chose, je ne suis pas d'accord, je demande tant. Et c'est à vos risques et périls. C'est vrai que, en général, maintenant,
ce genre de comportement de la hiérarchie est moins présent qu'auparavant, nettement moins présent qu'auparavant. Oui, c'est vraiment maintenant, quand on s'interroge, est-ce que dans les dossiers vous avez eu des consignes, des interventions politiques, des interventions? Non. En général, non. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a la politique pénale générale et il y a les affaires individuelles. Sur la politique générale, on peut parfois effectivement vous demander d'avoir un axe de répression, mais sur les affaires individuelles, on ne peut pas vous demander. Je vais vous donner un exemple très simple. On me demande de telle qualification. Je ne suis pas d'accord avec mon procureur. Le procureur peut me dire, je vous donne l'ordre de faire cette qualification. Je suis obligé de m'incliner. Je peux dire à l'audience, je n'ai fait que cette qualification, je vous avoue que j'aurais bien retenu une circonstance aggravante, mais ma hiérarchie n'était pas d'accord. Ça arrive rarement, hein, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Le désaccord, quand il est comme ça, en général, ça se passe autrement. Ça se passe tout à fait autrement. Le magistrat peut très bien, à un moment donné, dire « je vais aller ailleurs hein. ». Voilà. Oui. Tu parles un petit peu fort. Levez-vous, s'il vous plaît, je vous verrai mieux. Voilà. Dans le 8, la bête noire, l'actuel garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, il avait dénoncé justement l'inamovibilité des procureurs, justement par rapport au fait à ce que vous disiez qu'un procureur ne pourra pas, est soumis, on va dire, à une certaine hiérarchie de la part des politiques en place. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place parce que, par exemple, un procureur qui, dans une affaire, va pouvoir mettre une peine beaucoup plus loin, par exemple, le substitut et le procureur décide que non, et justement, qu'il n'a pas cette liberté-là, est-ce que l'actuel garde des Sceaux a mis des choses en place par rapport à ça? Non. Ce qui se passe, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que vous êtes noté quand vous êtes magistrat. Quand vous n'êtes pas hors hiérarchie, moi je suis arrivé à la hors hiérarchie, on n'était plus noté. Quand vous n'êtes pas hors hiérarchie, vous êtes noté par vos pairs, par votre supérieur. Alors, ce qui peut se passer, c'est que votre supérieur hiérarchique qui vous note, chaque année on est noté, hein, chaque année. C'est comme à l'école, on est noté. J'ai apporté d'ailleurs un exemplaire de la notation. C'est très amusant, parce que c'est comme à l'école. Mes enfants se moquaient de moi en disant « Papa, il est à l'école maternelle ». Parce qu'on nous dit, voilà, vous voyez, il y a aptitude professionnelle générale. Alors il y a capacité à décider, bon sens et jugement, force de caractère et maîtrise de soi, sens des responsabilités, capacité d'écoute et d'échange, esprit d'initiative. Et vous avez des cases. Alors vous avez exceptionnel, excellent, très bon, satisfaisant, insuffisant. Satisfaisant, c'est pas bon. Très bon, c'est pas bon non plus. Faut au moins, si on veut bénéficier d'un avancement, faut au moins aller jusqu'à excellent et bien évidemment exceptionnel. On est noté, c'est incroyable. Quel que soit notre âge, nous sommes notés jusqu'à temps qu'on soit en hiérarchie. Et ça détermine éventuellement la possibilité pour vous d'avoir un avancement ou pas, que vous soyez magistrat du siège ou magistrat du parquet d'ailleurs. Vous voyez, donc, pour répondre à votre question, c'est non. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes au parquet, vous le savez. Vous le savez, vous êtes hiérarchisé. Et vous savez qu'il y a un grand débat sur le parquet, c'est est-ce que c'est une autorité judiciaire ou pas? Est-ce que... alors, il y a trois réponses. On leur expliquera ça en cours. Ouais. Si je peux me permettre, Ouais. on vous expliquera ça en cours, parce que sinon c'est compliqué, un débat ouais, qui est très long. ouais. Et je voudrais que vous leur parliez de votre expérience de substitut à Bobigny. Ouais. Alors à Bobigny, oui. Donc on vous expliquera effectivement Alors, que c'est un vrai enjeu, l'indépendance du parquet. Dupond-Moretti ne l'a pas fait. Il l'a dit dès qu'il a pris ses fonctions. Il a dit, quant à la réforme du parquet, je n'aurai pas le temps, donc je ne la ferai pas. C'est dommage, parce qu'en fait, il a le temps, puisqu'il a été renouvelé dans ses fonctions. En réalité, c'est le serpent de mer du pénal, l'indépendance du parquet. C'est monté jusqu'aux juridictions européennes pour une raison très simple. C'est qu'il est quand même assez atypique, atopique, qu'un magistrat, qui donc est du corps judiciaire, on a la séparation des pouvoirs en France, qu'un magistrat du corps judiciaire rende des comptes à l'exécutif. C'est ça le vrai problème. Sauf qu'après, il faut trouver une alternative. Vous voyez, c'est pas si simple. Il faudra aller vers le système américain où les procureurs ne dépendent pas de l'exécutif, mais alors quoi? Le suffrage universel, là-bas ils font ça. Est-ce que c'est mieux? Ça se discute. Donc c'est un vrai grand débat,
mais un petit peu long pour le propos C'est vrai. d'aujourd'hui. Mais vous aurez ça en cours, on en discutera, vous inquiétez pas, pour toute cette assemblée qui a l'air passionnée par le pénal. Alors Bobigny, je me retrouve à Bobigny à l'insu de mon plein gré. Que les choses soient claires, j'ai besoin d'une promotion. Je propose des postes au siège. Et on me dit, c'est bloqué au siège, vous ne pouvez pas y aller. Par contre, si vous voulez, vous pouvez prendre un poste au parquet. Donc je mets le parquet. Paris, Nanterre et en dernier Bobigny. Il y a un de mes collègues qui me dit, t'as mis Bobigny en dernier? C'est Bobigny que tu vas avoir. Et j'ai eu une promotion à Bobigny. Donc je suis devenu responsable du parquet mineur de la Seine-Saint-Denis. Les avocats qui me voyaient à Bobigny, de Paris, M. Cross, qu'est-ce que vous avez fait pour être nommé à Bobigny? Ils pensaient que c'était une sanction. Pas du tout, c'était une promotion. Ils ne voulaient pas le croire. Ils ne voulaient pas le croire. Donc je me suis retrouvé à la tête du parquet mineur. C'était ma première fois que j'étais en fonction au parquet. Quand je suis arrivé au parquet, il y avait tout un vocabulaire que je ne connaissais pas. L'ASE, qu'est-ce que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je ne parle pas du vocabulaire local, hein, qui est aussi particulier. Hein. Je vais donner un exemple très simple. Je rencontre un jeune dans les couloirs du palais, il me fait « Ouais, salut, t'as pas une nuit grave ?» Je dis « Pardon ?» Il me dit « Une nuit grave ». Je dis « Écoutez, monsieur, je ne comprends pas ce que vous me dites. » Il me dit « Une cigarette, nuit gravement à la santé. » Je dis « Mais évidemment, mais évidemment. » Alors, je vais vous dire, quand vous êtes passé par Bobigny, vous pouvez passer partout. Ça, c'est clair qu'on peut passer partout. C'était un peu comme les Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette. Alors, je me suis retrouvé au parquet des mineurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la protection de l'enfance en danger, et ça veut dire la répression de ce qu'on appelle l'enfance délinquante, les mineurs. Et je suis là depuis peu de temps, je ne connais rien. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que de temps en temps, on vous jette dans une juridiction, on vous jette dans une fonction, et on vous dit « Ah, alors, vous commencez en septembre, mais vous aurez une formation en décembre. » Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je suis arrivé là, et alors, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature a décidé que la personne que je le remplaçais, allait rester 2 mois de plus pour me former. Parce que je ne connaissais rien. Parce que ça aussi, il faut que vous compreniez, on n'est pas omniscient. On est magistrat, mais on n'est pas omniscient. Vous êtes toujours persuadé que les magistrats qui siègent connaissent tout par cœur. Non, 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 pas forcément. Pas forcément. Il y a toujours 1 sur 3 qui connaît, ça c'est clair. Hein. Mais pas forcément tous. Donc je me suis retrouvé au parquet mineur. Parquet mineur, l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire quoi? L'enfance en danger. Je vous donne un exemple très simple. Les mineurs isolés, les fameux mineurs isolés qui arrivent à Roissy, dépendaient du 93. Et bon, alors il faut les placer. Le responsable de l'aide sociale du conseil général de l'enfance me dit « J'ai pas de place, je refuse ». Il s'appelait Roméo pour donner son nom. On a eu des rapports très, très conflictuels et en même temps très amicaux. Il a fait un travail extraordinaire sur la Seine-Saint-Denis, extraordinaire. Et à la fin, vers 2h, 3h du matin, je disais « Roméo, je vous mets en correctionnel si vous ne faites pas, si vous ne prenez pas ces gamins, parce que vous me mettez en danger un enfant. » Et à la fin, il me le prenait. Et puis, on a eu à un moment donné énormément de gens venant d'Asie. Alors, c'était extraordinaire. Ce que je vais vous raconter est vrai. J'avais des jeunes qui venaient de Chine. Ils arrivaient au tribunal à Bobigny avec une pancarte. Nous voulons voir le juge Rosenzweig, qui était le président du tribunal pour enfants, qui était célébrissime en matière de protection de l'enfance et tout. Très à gauche, parti communiste. Et Rosenzweig, on s'est connus, on avait 20 ans tous les deux. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Cross, il faut que tu comprennes une chose, juger est un acte politique, au parquet t'es politique, donc tout est politique. » Et moi je lui réponds « Non, je suis serviteur du droit, je ne suis pas d'accord. » Eh bien on s'est trouvé d'accord sur beaucoup de choses, pour ce qui concerne en tout cas les mineurs isolés. Alors quand ils arrivaient avec la pancarte « Je veux voir le juge Rosenzweig », c'était un peu embêtant. Et à un moment donné, je disais à mes substituts « Vous les interrogez avec l'interprète ».
Ils vous leur demandez comment ils sont arrivés. On est arrivé à la gare du Nord. Ah, vous êtes arrivé à la gare du Nord. Très bien. Alors j'ai dit, compétence Paris. Le parquet de Bobigny se décharge sur Paris. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis un jour, mon collègue, un copain, hein, on se connaissait bien, responsable du parquet mineur de Paris, me téléphone et me dit, je vous dis comme il me dit, Cross, est-ce que tu vas longtemps jouer au con avec les Chinois? Je dis pourquoi? Il me dit, parce que je te signale que tous les Roumains qu'on a sur Paris, ils viennent de la Seine-Saint-Denis. Alors si tu continues à envoyer les Chinois, je t'envoie les Roumains. Eh ben c'est comme ça que les Roumains sont restés sur la Seine-Saint-Denis et que les Chinois sont restés sur la Seine-Saint-Denis et qu'eux, ils ont gardé une partie de... Pour vous dire que on gère la pénurie, on n'avait pas de place. On n'avait pas de place. Donc on est logé dans des hôtels aux frais du contribuable français. Ça, c'était clair et net. Donc on ne savait pas quoi faire. Et le problème aussi, c'était qu'on avait des désaccords avec les juges pour enfants terribles. Parce que j'ai eu une juge pour enfants qui a fait, par exemple, une fois, 20 rappels à la loi à un mineur. Je suis dans son bureau, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me l'amener à la cour d'assises? Si tu continues comme ça, il va terminer en cour d'assises. Parce qu'il a l'impression d'une puissance extraordinaire. Donc là, il y avait un problème très difficile de moyens, d'autant plus que ce qui se passait avec la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on avait parfois des familles pour lesquelles l'enfant délinquait, mais il était aussi en danger, non seulement parce qu'il délinquait, mais dans la famille où il était. Il y avait des gardes à vue de mineurs. Il m'est arrivé d'avoir les services de police au téléphone ou de gendarmerie. Alors je leur disais, vous levez la garde à vue. Puis il me rappelait. Monsieur le procureur, oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? On a levé la garde à vue, on a téléphoné à la famille, ils ne veulent pas venir. Je dis, comment ils ne veulent pas venir? Il me dit non, il me dit, et on n'a pas de véhicule pour le ramener chez lui. C'est ça la réalité du terrain. On n'a pas de véhicule pour ramener. Et la famille qui me dit, vous savez ce que m'a dit le père? Il m'a dit de le jeter à la Seine. Authentique, hein? Authentique. Donc c'est ça d'être confronté. Je vais vous dire, la Seine-Saint-Denis, vous êtes confronté à un nombre de problèmes invraisemblables. Invraisemblables. Vous avez, par exemple, des familles dans lesquelles il y a 3-4 mères, vous avez 12 enfants, 15 enfants. Vous avez 14 enfants qui ne posent aucun problème, il y en a un qui pose problème. Terrible. Terrible parce qu'on ne sait pas comment le résoudre. Et souvent, on nous disait... Mais la mère qui vient n'est pas la mère de l'enfant, c'est une des épouses. Donc on n'avait pas d'interlocuteur valable. Alors on se disait, bon, on va encadrer, on va décider d'avoir la mise en place d'un éducateur. Par exemple, une fois, j'ai je crois que c'est une jeune fille qui avait fait des violences pour avoir de l'argent pour de la drogue. Elle était très jeune. Donc je lui dis, voilà, écoute, on va te mettre à l'éducateur et puis tu vas essayer de te tenir tranquille. Très bien, monsieur. Mais quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, le téléphone, elle est en garde à vue de nouveau. Pareil. Elle repasse devant moi, je lui dis, alors? Je lui dis, il doit être content ton éducateur. Elle me dit, quel éducateur? Je t'ai mis un éducateur il y a 3-4 mois. Tu ne l'as jamais vu? Non. J'ai téléphoné. Ah, monsieur Cross, on a un problème de moyens. On a plusieurs éducateurs qui sont en arrêt maladie. Donc, on est absolument dépourvu. On ne peut pas faire face actuellement, pas avant 8 à 10 mois. Que faire? Je n'ai pas les moyens. Alors, j'étais confronté, en tant que procureur responsable du parquet des mineurs, j'étais confronté aux responsables politiques locaux qui me téléphonaient et qui me disaient « Mais attendez, c'est pas possible, c'est incroyable, rien ne se passe, il recommence, vous les lâchez toujours. » Je dis « Mais j'ai pas les moyens. J'ai des secteurs sur lesquels je n'ai même pas... J'avais pas à un moment donné, sur 4 substituts, j'avais 2 substituts absentes. Je suis obligé de fermer les secteurs. Je ne peux pas résoudre les problèmes. J'ai un député, à l'époque c'était député maire, un député maire avec lequel on a eu une relation assez tendue, qui m'a dit je vais en parler, je vais parler de ce qui se passe à Bobigny à la ministre.
Je dis très bien, mais au contraire, allez-y. J'attends toujours le résultat. Bobigny, on faisait des contrôles pour les collèges. On faisait des contrôles d'armes le matin, à 8h, 7h30, 8h. On interpellait alors les contrôles d'armes. J'organisais ça avec les services de police. Je disais, il me faut tant de fonctionnaires de police femmes, tant de fonctionnaires de police hommes. Et je disais aux policiers, vous interpellez 1 sur 5 et vous fouillez. Vous avez le droit parce que je suis là. Je vous donne l'autorisation. Et on trouvait des armes, des couteaux, des pinces Monseigneur, parfois pas du tout de bouquins, au collège. Et un jour, on a interpellé effectivement, je crois, 3 ou 4 personnes. Et le collège, le principal du collège m'appelle en me disant « Monsieur Cross, j'ai un problème, les professeurs ne sont pas contents, les parents d'élèves viennent protester, il paraît que vous avez fait un contrôle d'armes ce matin, il paraît que les filles n'ont pas été contrôlées par des policiers femmes, mais par des policiers hommes. » Je suis désolé, j'étais là, je sais ce qui s'est passé. Oui, en plus, il paraît qu'il y en a 2 qui sont en garde à vue. Je dis oui, ils ont des armes, ils sont en garde à vue. C'est normal. Elle me dit, écoutez, il y a un problème, il faudrait que vous veniez vous expliquer ce soir devant les parents d'élèves. Je dis, bien, je viens. Alors, ils ont protesté. Je leur ai dit, écoutez, il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous avez fait un contrôle au faciès, me dit-on. Alors, c'était Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, il y a des classes où, je suis désolé, mais la population, c'est 90% de gens qui sont originaires de différents pays, soit d'Afrique, soit du Maghreb, soit d'Asie. Et j'ai de temps en temps un malheureux qui est né sur place. Alors je lui dis, mais j'ai fait la règle d'1 sur 5. Que faire? Et là aussi, comment voulez-vous, sans moyens, répondre aux exigences? Impossible. Impossible. Donc, je devais rester 5 ans sur la Seine-Saint-Denis. Au bout de 3 ans, j'étais épuisé. Je dis, je pars. Je pars, je repars au siège. Je suis reparti au siège. Si je peux me permettre. Moi, il y avait une ou deux petites questions que je me posais. Si vous voulez, Non, allez-y. Ouais. Moi, il y a une ou deux petites questions que je me suis posées en lisant votre livre. Ouais. À moins qu'il y en ait de la salle, allez-y. Hein. Non, pas encore. Vous dites que finalement, la justice des mineurs, ce qui est très très compliqué aussi, c'est ce fameux équilibre entre éducation et répression. Voilà. C'est quasiment, vous comprenez bien, une équation très complexe dans la justice des mineurs. Et vous dites que dans la politique de la ville, même, on a essayé d'impliquer les magistrats. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Alors, dans la politique de la ville, parce que vous avez l'impression, comme je vous disais, que le procureur, c'est l'accusation. Mais les procureurs participent à la politique de la ville. Ils participent à d'abord, il y a des accords police, justice, éducation nationale, sur lesquels il y a des réunions. On envoyait des policiers dans les lycées, dans les collèges, ou des gendarmes, pour faire, avec un substitut, pour faire l'exposé sur la justice. Il y a aussi la participation à ce qu'on appelle des contrats locaux de sécurité, c'est-à-dire que des maires ou des députés demandaient pour leur ville qu'on mette en place un contrat local de sécurité, c'est-à-dire qu'on décide de donner des moyens suffisants pour faire une politique de prévention et de répression sur une ville. Par exemple, alors ils se battaient pour avoir des contrats locaux de sécurité, mais le problème, c'est que moi, parfois, je refusais. Pourquoi? Parce que je savais que le parquet n'avait pas les moyens d'y faire face. Il aurait fallu que les juges des enfants participent. Ils ne voulaient pas participer en disant « si on participe à la politique de la ville, on risque de porter atteinte à notre devoir d'impartialité parce qu'on va se retrouver dans une situation où on va devoir intervenir des dossiers sur lesquels on était intervenu en tant que juge pour enfants, membre du contrat local de sécurité. Donc on ne veut pas. Donc moi, je n'avais pas les moyens d'avoir suffisamment de substituts pour la politique de la ville et en même temps, j'avais l'exigence politique d'avoir un contrat local de sécurité. Et mon procureur me disait « je vous ordonne de rédiger et de signer un contrat local de sécurité ». Donc j'ordonnais un contrat local de sécurité. Réunion avec le service de police, réunion avec le préfet, réunion avec les conseillers généraux, réunion avec des associations de parents, des associations éventuellement de différentes origines, tout ça pour essayer de mettre en place des politiques communes sur la commune concernant la répression et la prévention. Par exemple,
On nous disait, il y a un supermarché, il y a un parking, il n'y a pas d'éclairage dans le parking. On disait au supermarché, s'il vous plaît, mettez de l'éclairage et tout. C'était des choses concrètes, très concrètes. Le problème, c'est que moi, j'avais 3 substituts, 4 substituts. Je ne pouvais pas les envoyer dans tous les contrôles locaux de sécurité. Il y avait des accords avec l'Éducation nationale. Donc on essayait de faire un programme avec l'Éducation nationale d'information des élèves dans les collèges sur le fonctionnement de la justice. Comment ça fonctionne pour qu'ils aient le contact avec les services de police et de gendarmerie et avec la justice. Ça marchait plus ou moins bien. Ça marchait plus ou moins bien. On avait aussi des réunions avec toutes les sociétés de transport, SNCF, RATP, avec les RER et tout, pour essayer de sécuriser les transports en commun. Il faut bien reconnaître que moi, ça fait 12 ans que je suis à la retraite. Il faut bien reconnaître qu'apparemment, on n'a pas réussi grand-chose. On n'avait pas les moyens. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une fois, il y a une garde à vue qui a été annulée à Bobigny? Vous savez pourquoi? Pas de greffier. Comment? Pas de greffier. Non, pire. Le policier envoie un fax, car vous savez que le procureur doit être informé de toutes les gardes à vue. Il doit être informé par fax, par téléphone, enfin, il faut qu'il soit informé. Et il faut qu'il y ait une trace dans le dossier. Eh bien, il n'y avait plus de papier dans le fax à Bobigny. Et c'était annulé. La garde à vue a été annulée. Tout ça, c'est de la réalité, ce que je vous raconte. Si j'étais encore persuadé que ça avait changé, j'en suis même pas persuadé. Vous savez, quand j'étais en poste à Chartres, il y avait la prison qui était à côté. Quand je siégeais, bon, je vais parler un peu du siège, mais le procureur à Chartres, à l'audience des comparaisons immédiates, venait voir le président. Il disait au président, voilà, vous avez 12 dossiers, pas plus de 3 mandats d'arrêt à l'audience. Je dis, attends, pourquoi pas plus de 3 mandats d'arrêt? Il me dit, je viens d'avoir le directeur de la prison, il n'a que 3 matelas. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Alors avant qu'on passe à votre départ de Bobigny, puisque Ouais. après vous allez aller à d'autres fonctions du parquet au parquet général de Paris, on va prendre la question de cette jeune fille. D'abord, vas-y, tu as levé la main. Et levez-vous quand vous parlez parce que je vous entends mieux. Et puis tu parles. Par rapport à tout ce que vous avez raconté, je voulais savoir comment vous gérez ça personnellement. Eh bien, c'était ma question. Voilà. Avec vos convictions personnelles. Bravo. Ou, si Comment même c'était votre perçu? famille, etc. Très bonne question. Comment vous l'avez vécu personnellement? Ben écoutez, moi, je vous dis pas que je vais vous dire, j'étais pas désespéré. J'espérais tout le temps. Alors, j'essayais d'aller voir les politiques en leur disant voilà ce qui se passe. Les politiques locaux, hein, je demandais des rendez-vous, parfois sans le dire à mon procureur parce qu'il n'aurait peut-être pas apprécié. Mais le problème, c'était que je me rendais compte d'une chose, c'est que c'était le tonneau des Danaïdes, on n'y arrivait pas. Et j'avais dit à un moment donné, ben c'est très simple, il faut faire c'est terrible ce que je vais vous dire, hein. Je vais faire une croix sur les enfants de 10, 12, 13, 14, 15 ans, et je vais m'occuper de ceux qui naissent. Je vais essayer de m'occuper, de faire une politique locale, et puis, bon, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je ne peux pas vous dire, quand j'ai quitté Bobigny avec l'impression d'un, comment dire, pas d'un gâchis, mais une frustration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent de manière extraordinaire, parce que c'est ça qu'il faut voir. Il y a des associations qui fonctionnent très bien. Les associations maliennes, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, fonctionnent très très bien. Et elles sont des relais très importants. Mais si à côté ça ne suit pas, vous savez, si je n'ai pas d'éducateur, par exemple, il y a eu une fois un problème à la prison de Villepinte. Il y a des jeunes à prison mineure, hein, c'est quartier mineur. Des gardiens ont été frappés par des mineurs. Donc, ils ont fait un mouvement. Ils n'ont pas le droit à la grève, ils ont fait un mouvement et ils ont informé le parquet qu'ils voulaient voir un procureur. Donc, évidemment, on m'a envoyé. J'ai vu la prison de Villepinte. Il n'y avait rien à dire au niveau matériel, hein, c'était parfait. Et j'ai discuté avec les gardiens, qui étaient des gardiens formés pour les mineurs. Les gardiens, la plupart avaient plusieurs années d'expérience.
Et ce qu'ils m'ont dit, je venais d'arriver, et ce qu'ils m'ont dit était terrifiant. Ils m'ont dit, voilà, on a un problème. On a eu un collègue blessé, et vous savez, M. Cross, le problème, c'est que quand on est plusieurs à vouloir maîtriser un détenu, le risque, c'est qu'on le blesse. Et si on le blesse, on part dans une procédure disciplinaire contre nous terrible. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, nous sommes suivis lorsque nous sortons de la prison pour aller chez nous. Ils finissent par savoir où nous habitons, ils finissent par savoir si on a des enfants et où ils sont scolarisés, et ils nous menacent. Ça, personne n'en parle. Ça existe. Ça existe. Donc, il faut bien voir qu'on est confronté aussi. Alors moi, je pensais qu'à l'époque, on avait une violence qui était déjà importante. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Mais quel était mon problème quand je regardais la situation? Je me disais, mais la plupart de ces gamins, beaucoup de ces gamins, ils ont des problèmes psychologiques graves. Ils ne relèvent pas du pénal. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Le pénal est en train de remplacer le médical. Alors j'ai téléphoné à un psychiatre spécialisé du département. Je lui dis, mais la pédopsychiatrie, vous en êtes où? Il me dit, mais m'en parlez pas, on n'a pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de répondre. C'est-à-dire que là encore, c'est la réalité du terrain, ça. C'est qu'on a des enfants, il faudrait qu'ils soient soignés. Ce n'est pas la prison qui va les soigner. Ils ont besoin de soins. Ils ont un encadrement médical et on n'a pas suffisamment de pédopsychiatres en France. Bon, il y a ceux qui sont des vrais délinquants, des vrais durs, tout ça, ok, très bien. Mais il y a ceux qui sont malades. Et ils ont des problèmes psychiatriques, pas des problèmes psychologiques, ils relèvent de la psychiatrie. Ils n'ont rien à faire en prison, mais ils sont en prison parce qu'on ne peut pas les mettre dans des établissements spécialisés de pédopsychiatrie. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, effectivement, cette frustration, vous avez très bien compris qu'elle ne vient pas de la part de magistrats comme M. Cross, qui sont d'un dévouement incroyable. Ils essaient d'appuyer sur tous les boutons possibles pour que ça avance. Mais le nerf de la guerre, c'est le budget de la justice. Tant qu'on n'aura pas un budget de la justice qui va être plus important... Il est augmenté là, mais le problème actuellement, c'est orienté vers la pénitentiaire. Ce n'est pas forcément orienté vers le nombre de postes. Pas forcément... Parce que c'est ça aussi, c'est le nombre de magistrats. Il faut qu'on puisse répondre dans des délais raisonnables. On n'y arrive pas. Or, si je prends les mineurs, un mineur, on ne peut pas le juger 3-4 mois après les faits, c'est pas vrai. Il faut tout de suite là, que ça arrive. Alors, grande discussion avec Rosenzweig. Rosenzweig me disait, ouais, tu veux prendre un coup de canon dès la première fois. Je dis oui, je veux lui faire peur dès la première fois. Et lui me dit, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux être progressif. On avait un désaccord profond là-dessus. Ceci étant, Rosenzweig, dans les affaires très graves, il n'était pas du tout indulgent. Dans les affaires très graves, les sanctions qui tombaient étaient lourdes. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, oui, oui, allez-y. J'avais juste une question. Oui. J'avais juste une question, parce que vous avez dit qu'en gros c'était vraiment un problème de budget. Mais est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est pas aussi le budget, mais c'est aussi l'effectif qui est aussi très réduit? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours les problèmes matériels et l'effectif. Les problèmes matériels, je vais vous donner un exemple très simple. Je pars en vacances. Je suis à l'époque juge d'instruction. Je pars en vacances, je reviens. Ma greffière me dit, vous avez vu, M. Cross, on a des bureaux tout neufs. Je dis, moi, je ne voulais pas les bureaux tout neufs. Je voulais les ordinateurs. Pourquoi? Ligne budgétaire, il faut remplacer les bureaux. On a de l'argent pour les bureaux, donc on remplace les bureaux. Mais à la limite, moi, ce n'est pas mon problème. Je voudrais plutôt une deuxième greffière, si elle se trouve. Mais pas les bureaux. Alors, c'est ça le problème, c'est que vous avez, en matière de justice, vous avez depuis 40 ans, j'entends les mêmes problèmes, les problèmes matériels. D'avoir des salles d'audience, d'avoir des magistrats et d'avoir des greffiers. Et ça va être pareil, c'est comme dans les hôpitaux. C'est comme dans les hôpitaux. Mais ça faisait 35 ans que j'entendais le même discours des chefs de juridiction, se plaignant de l'absence de moyens. Alors c'est plutôt en train, si je peux me permettre, de s'aggraver, puisqu'on en est venu à maintenant pondre des lois qui s'appellent « Réconcilions la justice avec la société ». On a très peu de vocation de magistrats, hein, je vous le dis, dans la jeunesse, là. Il y en a très très peu, avec magistrats. Alors c'est un corps qui est à 60% féminisé, féminin.
Et dans la promotion, les femmes ne représentent pas 60% des hors hiérarchies. Ça, c'est pas vrai. Hein, c'est encore un petit peu. Ceci Elles travaillent 2 fois plus pour 2 fois moins. Ouais. On connaissait. Ouais. Donc, voilà. Déjà. Donc, alors, le parquet, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que quand j'arrive au parquet, alors après, je vais passer au parquet général, oui, Paris. Pourquoi je passe au parquet général? Ben, toujours la même chose. Je suis président de la 16e chambre, qui est une belle chambre correctionnelle. On fait du terrorisme, après avoir fait de la criminalité organisée, les gros trafics de stupes, les grosses affaires de proxénétisme et tout, international, tout. Bon, on me convoque, on me dit, vous allez faire du terrorisme, vous êtes d'accord? Je dis, ok, d'accord. Donc après, je demande à passer comme président de chambre à la Cour d'appel de Paris, hors hiérarchie. Pas possible, pas de place. Il n'y a pas de poste. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser votre candidature pour être hors hiérarchie, mais au parquet. Donc je pose mes demandes, je mets avocat général Paris, c'est un grade. Je mets vice-procureur Bobigny, c'est un grade aussi hors hiérarchie, ou procureur, je ne sais plus quel tribunal, Nanterre, je crois. Ouais. Et on me dit, voilà, vous êtes avocat général, Paris, vous êtes désigné, vous êtes nommé. Je me dis, je suis à 3-4 ans de la retraite, ancien avocat, j'arrive hors hiérarchie, c'est pas mal. Je peux être content. C'est la robe rouge et l'hermine. Oui, alors, je dis à ma femme, tu sais, là, ils vont me mettre dans un poste, je vais avoir une voie de garage parce que, bon, je suis en vacances, mois d'août, le procureur général m'appelle, Monsieur Cross, oui. Bon, j'ai réfléchi, Monsieur Cross, vous allez prendre la responsabilité de la section antiterroriste. Vous êtes d'accord? Alors, ma femme est à côté de moi. Je lui dis, oui, je suis d'accord. Donc, voilà comment je me suis retrouvé comme responsable de la section antiterroriste à la Cour d'appel de Paris. Alors, je vais vous dire une chose. À l'époque, il y a 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, on était 3. J'avais autorité sur 2 autres magistrats, et ils n'étaient pas très nombreux non plus au niveau du tribunal. Ils sont aujourd'hui 18, je crois, ou 20, attendez, je vais noter. Ils sont... Ouais, je crois qu'ils sont 18 ou 21, je ne sais plus. 26, je ne sais plus. Je crois qu'ils sont 26. Ouais. Donc vous voyez un peu la différence. Donc on voit l'évolution. Mais ils s'occupent également, c'est le terrorisme plus toutes les affaires de crimes contre l'humanité. Hein. Donc ça a été un peu ouvert. Donc voilà, j'arrive là et on me dit, voilà, vous allez avoir tel dossier, bon... Et là, je vais vous parler d'une affaire dont vous avez entendu parler. Je vais leur parler de l'affaire Colonna. Un matin, mon procureur... Qui a entendu parler, attendez, parce que Ah oui. on va rappeler quand même les faits. Oui. Qui n'a pas entendu parler de l'affaire Colonna? Bon, je vais quand même rappeler ce dont il s'agit très brièvement. C'est un préfet de la République, M. Erignac. Vous voyez ce que c'est qu'un préfet de la République? C'est le représentant de l'État français dans chaque département. Donc c'est ce qu'il y a de plus élevé comme représentation d'État, et un commando d'hommes. Après je vous laisse expliquer le juridique, mais je leur pitch parce que sinon il y en a qui sont un peu jeunes ou ils n'en ont pas entendu parler. En pleine rue, alors que M. Colonna, ce qui arrive tout à fait fréquemment pour un préfet, se rendait à une manifestation de théâtre avec son épouse, a été en pleine rue, abattu en pleine tête, et ensuite fini, je dis fini, achevé, ouais. En vrai c'est ça dont il s'agit, hein. Oui, t'es achevé. À terre, sous les yeux de son épouse, en pleine rue, en Corse, par un commando qui effectivement, donc maintenant, va être sous la responsabilité de poursuite par M. Cross et sa cabinet d'avocat général. Voilà. Alors, il y a eu un premier procès où Colonna n'était pas présent. Il a été arrêté pendant la fin du premier procès et son affaire a été disjointe. Il était considéré comme un des responsables de cet attentat, de l'organisation et tout. Et l'affaire Colonna avait une répercussion politique évidente, hein, c'était clair. Hein.
Alors, en première instance, il n'était pas là. En première instance, les autres membres du commando étaient condamnés à des peines assez lourdes, perpétuité pour certains, 20 ans, tout. Bon. Et Colonna a été arrêté donc plusieurs années après, dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et donc son procès a eu lieu. Il a eu un premier procès où il a été condamné à la perpétuité et il a fait appel. Et le deuxième procès arrive, donc il y a un deuxième degré en matière de crime, la cour d'appel. Et c'est une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire que ce sont uniquement des magistrats professionnels qui la composent. À ce propos, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en cette matière, en matière de criminalité organisée, notamment en matière de stupes, pourquoi est-ce qu'on a une section, une cour d'assises spécialement composée? Je suis pas sûr qu'on l'aurait déjà appris. Non, je ne crois pas. Parce que d'habitude, une cour d'assises, il y a des jurés. Il y a des jurés, citoyens. ouais. Enfin, si, il y en a qui devraient savoir. Ouais. Juliette, je suis sûre que Qui sait? Une cour d'assises de droit commun, Juliette Boublil, je suis sûre qu'elle sait. Une cour d'assises de droit commun, c'est un panachage entre 3 professionnels et des jurés citoyens. On ne va pas rentrer dans l'idée de la réforme actuelle. Bon. Eh bien, une cour d'assises spéciale, elle a ceci de spécial, qu'elle est composée uniquement de magistrats. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est la question de l'intervenant, pourquoi, selon vous, en matière de terrorisme et d'affaires de stupéfiants de très gros niveau, trafic international de grande ampleur, etc., on ne met pas de citoyens? Oui, allez-y, oui. Pour des questions de sécurité aussi vite. Oui, en fait, c'est exact, mais c'est remonté beaucoup plus loin. Il y avait à un moment donné un groupe terroriste qui s'appelait Action Directe. Et Action Directe, ses responsables ont été jugés normalement par des jurés non professionnels. Ils ont menacé les jurés. Et les jurés ont envoyé des certificats médicaux et on ne pouvait plus réunir le jury. Donc à la suite de ça, on s'est dit, bon, on ne va pas se retrouver dans la même situation, on va décider pour ces affaires-là, il n'y a que des magistrats. Donc un matin, je suis tranquillement à mon bureau et le procureur général vient me voir, me dire, voilà, monsieur Cross, je vais vous désigner pour l'affaire Colonna en appel. Si vous en êtes d'accord. Et alors là, je lui dis, écoutez, j'ai besoin, moi, d'avoir quelqu'un avec moi. Je voudrais avoir avec moi le substitut général, c'est un grade moins élevé que moi. Mais je vais avoir Christophe Tessier, qui a été dans le premier procès, qui connaît bien le dossier. Je voudrais m'entretenir avec lui, puis je voudrais avoir un contact avec l'avocat général qui a fait le premier dossier avec Tessier. Et puis je voudrais qu'il me donne quelques éléments du dossier, que je puisse aller consulter pour savoir si je vais prendre ce dossier ou pas. Pourquoi je dis ça à mon procureur général? Parce que j'entends appliquer ce qu'on appelle le principe de loyauté. Moi, je sais que pour mon procureur général, ce qui est important, c'est la condamnation de Colonna, la confirmation au moins du principe de sa condamnation. Je me dis, si je vois le dossier, si je ne suis pas d'accord, si je sollicite l'acquittement, je pose un problème terrible à mon procureur général. Et je ne veux pas lui poser ce problème. Je ne veux y aller que si je suis intimement persuadé de la culpabilité de Colonna. Donc je vais examiner 150 tomes. Je rencontre Christophe Tessier, je rencontre l'ancien avocat général. Il me dit, tu regardes tel tome, tel tome, tel tome. Je regarde et je dis à mon procureur général, j'y vais. Et là, c'est probablement le dossier le plus difficile de ma carrière. On a été mis en cause de manière incroyable. Vous êtes aux ordres de Sarkozy, vous êtes des magistrats politiques, vous faites ça pour votre carrière et tout. Que voulez-vous? Comment répondre à ça? Moi, je peux vous dire une chose, c'est ce que je disais à Mme Boucard tout à l'heure. Dans ce dossier, je n'ai reçu aucune instruction particulière, on n'a pas reçu de pression. Simplement, tous les soirs, on avait un débriefing avec le procureur général. On disait, voilà, il s'est passé telle chose et tout. Et quand on a été très attaqué par les avocats de la défense, ça a été terrible, hein, ça a été terrible. L'un des avocats de la défense m'a dit, vous, monsieur l'avocat général Cross, vous allez vous repentir de ce que vous faites. C'est une menace. Je lui ai dit, vous ne me faites pas peur. Et lui m'a dit, vous non plus, vous ne me faites pas peur. J'y voyais, donc on est d'accord. Hein. Mais jamais j'avais entendu ça de toute ma carrière, une telle menace, implicite.
vous allez vous repentir de ce que vous faites. Bon, c'est incroyable, je n'avais jamais vu ça. Et j'ai donc considéré que Colonna était coupable. Ça s'est très très mal passé. Colonna a quitté l'audience. On a requis devant un box vide, ça ne m'était jamais arrivé. Et ce dossier a subi 2 procès en réalité. Un procès médiatique et un procès judiciaire. Le procès judiciaire était ce qu'il était. Le procès médiatique, il avait lieu à l'extérieur. Dès qu'il y avait une suspicion d'audience, les avocats de la défense allaient à l'extérieur et faisaient leur démonstration de ce qu'ils voulaient que la presse relaie. Alors, dans ce dossier, il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que la presse s'est partagée. C'était incroyable. Vous aviez une presse favorable à l'accusation. Alors nous, on était portés au nu, là, quand c'est comme ça. Et vous aviez une presse défavorable à l'accusation. À ce moment-là, on était considérés comme vraiment des juges achetés, quoi, corrompus, obéissant au pouvoir politique et tout. En fait, quand il s'est passé le moment du réquisitoire, quand est arrivé le moment du réquisitoire, je suis allé voir le procureur général, donc, pour le débriefing. Je dis, monsieur le procureur général, je vais requérir la perpétuité. Très bien, monsieur Cross. Mais je vais demander la peine de sûreté de 22 ans. Et là, il me regarde, il dit, on ne l'a pas demandé en première instance. Je dis, moi, je vais la demander. Il me dit, monsieur Cross, vous avez un bon argumentaire? Je dis, oui, j'ai un bon argumentaire. Je l'ai demandé, je l'ai obtenu. Le 3e procès, il a été de nouveau condamné à la perpétuité, mais sans la peine de sûreté. Donc, j'ai obtenu cette peine de sûreté de 22 ans. Ce qui s'est passé aussi pour moi, ce que j'ai considéré dans ce dossier, c'est que j'ai compris une chose. J'ai compris que si je n'étais pas soutenu par mon procureur général, ça ne pouvait pas durer. Parce qu'on était tellement attaqués sur certaines radios, dans certaines presses et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, monsieur le procureur général, madame Dati, ministre de la Justice, ne dit rien. On a 2 magistrats du parquet attaqués, on n'est pas défendus. On ne demande pas de dire qu'on a raison, on dit on veut qu'on nous respecte, c'est tout. Et qu'on ne nous mette pas en cause comme si on était achetés, corrompus et tout. On n'est pas à l'ordre, on n'est pas aux ordres de Sarkozy. Peut-être qu'il faut leur expliquer un peu ce qu'est un procès de rupture. Ouais. De rupture. Alors oui, ça avait été inauguré par Vergès. Voilà. La défense de rupture, c'est on considère que vous n'êtes pas légitime à nous juger. Parce que vous n'êtes pas objectif, parce que vous n'êtes pas impartiaux, parce que vous êtes une juridiction politique et que tout est politique. Donc, on vous dénie le droit de nous juger. Mais, je vais vous dire, c'était pas tellement... Le départ du box, quand même... Oui, le départ du box, il était politique, mais moi, je dois dire que l'avocat corse de... Pas Solacaro, l'autre, celui qui est président du Conseil général, là, il connaît Simoni. Moi, j'avoue que Simoni... C'est un type intelligent. Hein. Il connaissait le dossier de manière exceptionnelle. Solacaro était beaucoup plus politique, parce que c'est vrai que dans cette affaire, il y avait un aspect politique. C'est vrai, mais nous, ça ne nous intéressait pas. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, quand vous êtes au parquet, il y a une stratégie du parquet. Quel que soit le dossier, qu'il soit terroriste ou de droit commun, il y a une stratégie. Par exemple, vous savez qu'il y a des jurés. On a le droit de récuser des jurés quand on est à la défense, et qu'on a le droit de récuser des jurés quand on est procureur, avocat général. Une petite précision. Quand un substitut du procureur est désigné pour siéger une cour d'assises en province, on l'appelle avocat général, alors qu'il n'est pas avocat général, mais on l'appelle avocat général. Alors, le problème des jurés, c'est assez amusant, parce que vous avez des gens qui ont au moins 23 ans pour être jurés. Pas qu'ils aient été condamnés, bon. Au-delà de 70 ans, vous pouvez demander à ne pas être recruté comme juré, vous pouvez demander à être récusé. Bon, pas de problème. Puis arrive l'audience, le jour de l'audience, prenons une affaire pénale normale, pas de terrorisme, arrivent des jurés. Alors, le procureur, il a la liste des jurés, le nom, prénom, date de naissance, profession, mais il n'a pas l'adresse. Mais on sait que ce sont des gens du département, de toute manière. Et il y a 35 noms, on met les noms dans une cruche,
et le président tire les noms. Cruche. Comment? Urne, peut-être. Urne, pardon, une cruche. Dans une urne, et on tire au fur et à mesure. Alors on dit Dupont se lève, monsieur Dupont se lève, il marche. Tant qu'il n'est pas assis, soit l'avocat de la défense, soit le procureur peut récuser. Et alors là, c'est intéressant. Parce que lui et moi, l'avocat de la défense, on se pose la question, on récuse ou on ne récuse pas? Le principe, certains disent, quand tu es au parquet, tu récuses le premier pour donner l'impression aux autres que quand ils sont pris, que tu les estimes beaucoup. Moi, je ne dis pas comme ça. Moi, je regardais un peu. Bon. Et un jour, j'ai eu une expérience assez amusante avec un avocat. On appelle un juré, je vous assure, un beatnik, le gars. Pantalon dégueulasse, habillé vraiment, on a l'impression qu'il revenait, je ne sais pas où, hein, de Katmandou, oui. Et alors, l'avocat de la défense me regarde, il me fait. Moi, je regarde, je fais. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il ne récuse pas? Ben, je ne récuse pas non plus. Et puis bon, il a été donc pris dans une affaire. Et puis après le procès, je suis allé voir le président. Je lui ai dit, dis donc, le juré là, il était bien? Il me dit, exceptionnel, exceptionnel. Alors, dans les affaires, par exemple, alors, il est évident, on disait, oui, si les banquiers, c'est un hold-up, il ne faut pas le prendre. Oui, ça paraît vrai. Si c'est une femme, dans une affaire de viol, il ne faut pas forcément la prendre. Faux. Faux. On n'en sait rien. Moi, je me suis... Oui. Ah non, pas en France. Non, il n'y a pas... Non. La récusation se fait, je dis récuser. Je n'ai pas à justifier. L'avocat n'a pas à justifier non plus. Attendez, j'entends pas, excusez-moi, plus fort. L'impression, vous savez, l'impression, c'est terrible parce que, je vous dis, ce brave, entre guillemets, beatnik, il était excellent après. On s'est dit, heureusement qu'on l'a pris. Enfin, l'avocat et moi, on était contents. On s'est dit, bon, voilà un bon juré. Mais on l'a su après qu'il était bon. Le problème des jurés, c'est que vous ne savez pas quel peut être le comportement. Il y a des gens qui apparaissent apparemment très bien, et après on va vous dire ils ne comprenaient rien, ils étaient nuls, etc. On ne sait pas. Il y a une sorte de pari. Mais en général, moi, je récusais peu, en me disant, bon, on verra bien. Hein. Par contre, au moment du réquisitoire, pour l'avocat général, quand il prend la parole pour l'accusation, moi, j'avais un réflexe, c'était de ne pas rester assis. Enfin, le parquet se lève pour requérir. C'est pour ça qu'on dit magistrature debout. Hein. J'avais un principe, c'est que je ne restais pas à mon bureau, je descendais et je marchais. Et je faisais mon réquisitoire en regardant les jurés. Par exemple, un juré, j'expliquais. Et alors, les réquisitoires, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend des dossiers. Le problème, c'est d'arriver à deviner, quand vous êtes au parquet, quel va être l'argumentaire de la défense. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une vision complète du dossier. En disant, si j'étais avocat de la défense, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais plaider? Et il faut fermer les portes. Il faut dire, on va vous dire que, ne le croyez pas. Et puis, parfois, ça m'est arrivé, dans une affaire, j'ai demandé l'acquittement. Une affaire, j'ai demandé un acquittement. Je n'étais pas du tout persuadé de la culpabilité. Et l'avocat de l'accusé, alors, au niveau du tribunal, ça s'appelle un prévenu. Au niveau de la cour d'assises, ça s'appelle un accusé. L'avocat de l'accusé a plaidé longuement. La cour s'est retirée, puis l'avocat de l'accusé vient me voir. Il me dit, merci, monsieur l'avocat général, c'était gentil, c'était bien, mais vous avez vu, j'ai plaidé longuement. Je dis oui. Il dit, parce que je ne crois pas qu'ils vont vous suivre. Je dis, ah bon? Eh ben non, ils ne m'ont pas suivi, 5 ans ferme. J'avais demandé l'acquittement, 5 ans ferme. Bon, ça arrive. Donc, il faut savoir, quand vous faites un réquisitoire, il faut être le plus objectif possible en réalité. Il ne s'agit pas de faire une accusation bête et brutale.
Il s'agit d'établir de manière démonstrative, quasiment mathématique, pourquoi la personne est coupable. Et après, c'est le quantum de la peine. Alors, le quantum de la peine, là, c'est très variable. Hein. Ça dépend aussi des avocats généraux. Il y en a qui sont plus ou moins répressifs. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il ne faut ni taper trop fort, ni taper trop bas. Donc, c'est en fonction de la nature de l'affaire. J'ai eu une affaire une fois, ça concernait un homme politique qui était accusé de viol sur une mineure. Et le procureur général, quand il me confie le dossier, il me dit « Monsieur Cross, c'est très simple, vous requérez ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, quelle que soit l'heure, vous me téléphonez, vous me donnez le résultat. » Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous êtes au parquet, vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte. Donc, à 2 h du matin, quand l'homme politique a été acquitté, j'avais requis 7 ans, été acquitté, j'ai téléphoné à mon procureur général, donc voilà, il a été acquitté. Très bien, monsieur Cross, merci, allez vous coucher, bonne nuit. Et le lendemain matin, je suis allé le voir, il m'a dit, vous faites appel ou vous ne faites pas appel? C'est lui qui m'a posé la question. Je lui ai dit, je ne ferai pas appel. Compte tenu de ce qui s'est passé à l'audience, je ne ferai pas appel. Mais je devais rendre compte. Quand vous êtes procureur, que vous avez une audience au tribunal correctionnel, vous êtes substitut, votre procureur, le soir, il reçoit ce qu'on appelle les feuilletons. Les feuilletons, c'est la liste par nom des prévenus de telle chambre dans laquelle vous avez requis. Et vous devez mettre ce que vous avez requis et ce qui a été prononcé. Pourquoi? Parce que le procureur veut savoir s'il faut faire appel ou pas. Donc sans cesse, vous devez rendre compte. C'est la différence avec le magistrat du siège. Donc, informer votre procureur, informer la hiérarchie, rendre compte. Très important. Une fois, j'étais de permanence la nuit. Il y a un avion à Roissy qui fait un accident avec un autre avion. Il y a un mort. Je venais d'arriver au parquet de Bobigny. J'étais première permanence de nuit. Moi, j'ai traité ça comme ça. Le lendemain, j'ai été convoqué par mon procureur qui me dit « Dites donc, monsieur Cross, j'apprends par la radio que cette nuit, à telle heure, il y a eu... » Je dis « Oui, mais vous auriez dû m'appeler. » Je dis « Ah bon? Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait à ce point rendre compte. » On apprend tous les jours, vous savez. Hein. Tous les jours, on apprend. C'est l'intérêt du métier. Donc voilà ce qui est important au niveau de la cour d'assises. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est que dans le métier de procureur, il n'y a pas que l'audience. Quand vous êtes procureur, vous avez à gérer les dossiers par écrit. C'est-à-dire que lorsque vous êtes de permanence pour les comparaisons immédiates, c'est vous qui devez rédiger la qualification des faits et c'est probablement vous qui allez monter à l'audience pour défendre votre dossier. Mais parfois, ce n'est pas vous. Parfois, ça peut être un autre. Et c'est là où il y a parfois un problème. C'est-à-dire que l'autre qui vient après vous peut dire « Mais qu'est-ce que c'est cette qualification? Je n'aurais jamais qualifié comme ça. » Mais pourquoi il n'a pas ouvert une information? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé la désignation d'un juge d'instruction? Et lorsque vous êtes procureur, lorsque vous êtes au parquet, vous devez aussi faire des écrits. Parce que quand il y a une information, quand il y a une instruction, le dossier à l'instruction, lorsqu'il est terminé, le dossier est transmis au procureur, au substitut, au parquet. Pas une ordonnance, pas une ordonnance soit communiquée. Et il faut que le procureur, à ce moment-là, prenne position. Et il rédige ce qu'on appelle un réquisitoire écrit. C'est-à-dire qu'il va reprendre tout le dossier, il va expliquer pourquoi il considère qu'il faut renvoyer devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Et il va rédiger. Donc, il y a aussi un côté rédactionnel très important. Et le côté rédactionnel, la loi dit que vous devez expliquer à la fois ce qu'il y a à charge et ce qu'il y a à décharge dans le dossier. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Je dois dire que la profession de parquetier aujourd'hui a pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une place essentielle, prééminente. Mais le législateur est intervenu aussi pour dire
il faudrait peut-être que les parquetiers ne traînent pas des affaires en préliminaire toute leur vie pour faire qu'ils ne veuillent pas que ça aboutisse. Donc désormais, les enquêtes préliminaires, qui sont contrôlées par le parquet, pas plus de 2 ans, exceptionnellement 3 ans, à condition de motiver. Alors, je vais leur expliquer ça un peu, permettez. Oui. Je vous laisse voir un petit peu si vous avez besoin. Bon, la préliminaire, c'était très embêtant pour les clients. Pour certains ministres, d'ailleurs, hein, actuellement en poste, n'est-ce pas? Sauf erreur de ma part. Parce que vous êtes présumé innocent, hein. Ça, c'est la loi française. Et puis ensuite, le parquet peut diligenter une enquête contre vous, sous la forme de ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, et il n'y avait pas de délai de fin. Alors, c'est super dur à vivre quand vous êtes la personne mise en cause, hein, on peut vous le concéder. C'est très. Parce que c'est une espèce d'enclume au-dessus de votre tête, une espèce d'épée de Damoclès. Donc, effectivement, les journalistes peuvent dire que vous faites l'objet d'une enquête, car c'est vrai, d'une enquête pénale, ce qui est quand même très grave. Mais en même temps, vous ne voyez pas le bout du tunnel, du délai dans lequel vous allez pouvoir savoir si votre innocence est reconnue ou pas. Donc, ce truc-là, c'est vrai. Ça, Dupond-Moretti, il l'a fait. Bon, voilà, il n'a pas fait la réforme du parquet, qui est un truc énorme. Bon, c'est dommage parce que personne ne le fait, si vous voulez. Les gardes des Sceaux se succèdent et tout le monde fait un refus d'obstacle sur cet os, mais qui est un des os les plus importants de la procédure pénale. Ils font un refus d'obstacle parce que c'est très très dur. Mais en revanche, sur le taquet sur l'enquête préliminaire, maintenant, il y a un deadline. Voilà. On ne peut pas. Alors vous, ça vous paraît peut-être très long, 2 ans, 3 ans, mais c'est qu'actuellement, c'était beaucoup plus long que ça. Donc ça gênait beaucoup les gens dans leur vie privée parce que quand, objectivement et de façon réelle, on dit que vous faites l'objet d'une enquête pénale, mais que vous n'avez aucun moyen de vous défendre, puisque ça dure, et ça dure, et ça dure, il n'y a pas de délai, c'était extrêmement préjudiciable. Ça, je pense que c'est vraiment dans la démocratie judiciaire française un progrès. Alors, je ne sais pas si moi la question a été posée. On en est aux questions là. Non, pas encore, mais allez-y. Non, mais allez-y. Non, allez-y, Mme Boccara, allez-y. Moi, je me posais une question, parce qu'on voit bien que les fonctions que vous avez occupées, parce que eux, ça va les intéresser du point de vue humain quand même. Tant le parquet de Bobigny que les assises qui ont l'air d'avoir été très dures. Ben, comment vous l'avez vécu personnellement? Parce que quand même, c'est un métier que moi je ne connais pas. Mais j'aimerais bien que vous leur expliquiez si c'était facile, si c'était lourd, si, comme je le pense, ça sonnait en permanence, y compris chez vous, jour et nuit. Comment était le quotidien? C'est quoi le quotidien d'un magistrat parquetier? Alors, pour le parquet, lorsque vous êtes de permanence de nuit, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que ça sonne tout le temps. Et avec mon épouse, j'avais le téléphone de la permanence, j'avais mon propre téléphone personnel, et à la fin, je donnais même le téléphone de mon épouse qui prenait pour faire patienter les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire c'était 30, 35, 40, 45, 50 coups de téléphone dans la nuit. Et le lundi matin, ça recommençait de manière normale, si j'ose dire. Mais le problème, c'était... Il faut donner des consignes sans cesse. Alors, avec les relations avec les services de police, aussi, parfois, sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. On sait que les officiers de police judiciaire, par exemple, dans telle matière, ils considèrent qu'il n'y a jamais d'infraction. D'autres, dans la même matière, vont considérer qu'il y a toujours infraction. Donc, il faut leur donner l'axe dans lequel ils doivent travailler. Moi, j'ai fait des réunions avec les OPJ pour leur dire, voilà, j'avais été très impressionné dans certaines affaires par, quand j'étais président de chambre, pour la manière dont avaient travaillé certains services américains, qui étaient vraiment... et je leur dis, écoutez, je vous demande, à chaque fois que vous reprenez un interrogatoire en garde à vue, je vous demande de poser la question, tout s'est bien passé, vous avez bien mangé, vous avez pu vous reposer, pour pas que l'avocat puisse exploiter par la suite. D'ailleurs, quand ils n'étaient pas contents parce que l'avocat était présent, je leur ai dit, mais attendez, vous vous trompez, la présence de l'avocat, en réalité, c'est un élément très positif, parce qu'il ne pourra pas dire après à l'audience, il y a eu ça, c'est un scandale. Au contraire, il était présent. Soit il a fait les observations, soit il n'a pas fait d'observation. Donc c'est très très important. À propos des gardes à vue, d'ailleurs, les parquets doivent les contrôler. Parce que le parquet, pour la Constitution, en tout cas pour le Conseil constitutionnel, le parquet, il est aussi bien garant des libertés individuelles que le juge du siège. C'est deux magistratures
qui ont pour objet, dit le Conseil constitutionnel, à l'inverse de ce que pense la Cour européenne et à l'inverse de ce que pense la Cour de cassation. Hein. Mais le Conseil constitutionnel a dit, c'est 2 magistratures avec des statuts différents, mais les 2 ont pour objet la garantie des libertés individuelles. Donc moi, il m'est arrivé, quand je rentrais chez moi, de passer voir un commissariat et d'aller voir les gardés à vue. Et c'est comme ça qu'on a fait des rapports sur l'état de certains commissariats, notamment Saint-Ouen. Hein. C'était terrible. Je ne sais pas s'ils l'ont changé depuis, mais Saint-Ouen, c'était terrible. C'était un inspecteur du travail fermait le commissariat hein, s'il passait là. C'était inadmissible les conditions. Hein. Donc voilà ce que je peux. Alors, comment est-ce qu'on ressent ? Je vais vous dire, moi j'étais épuisé. Bobigny, j'étais épuisé. Après, pour les autres dossiers, j'ai eu de la chance, que ce soit aussi bien au parquet qu'au siège. La chance que j'ai eue, moi, à l'époque, je pense que ça a changé. On n'avait pas des chefs de juridiction ou des chefs de parquet qui étaient obsédés par la statistique. Moi, je disais souvent, vous savez, je ne suis pas forcément bon techniquement, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je bosse. Et que moi, mes dossiers, je les travaille. Je les travaille et je les travaille vraiment à fond. D'ailleurs, quand je vous expliquerai comment on travaille quand on est au siège, vous verrez, bon, je ne sais pas si tout le monde travaille comme ça, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, il y a une chose qu'on ne pouvait pas me reprocher, c'est de ne pas connaître mon dossier. On pouvait me reprocher éventuellement peut-être des faiblesses techniques, parce que je n'étais pas toujours forcément à jour, ou je n'étais pas frémolu de l'École nationale de la magistrature, je n'avais pas fait attention à certains textes, parce que ça n'arrête pas de changer. Je ne vous avoue que pour venir ici, je n'ai même pas essayé de regarder les nouveaux textes, je ne les connais pas. Depuis 12 ans, tout ce qui a apparu comme... C'est incroyable, c'est incroyable, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, c'est une formation permanente qu'il faut avoir. Hein. C'est pour ça que moi, j'étais très, très content de voir qu'on m'avait spécialisé un peu dans un domaine, parce que je me disais, je vais pouvoir un peu maîtriser. Je vais vous donner un exemple très simple de panique qu'on peut avoir quand on est magistrat. Je suis à l'époque à Chartres. Et j'arrive un matin à Chartres, on me dit, Monsieur Cross, il y a votre collègue, Monsieur Intel, il a fait un infarctus cette nuit, il était hospitalisé, il faut que vous preniez les pensions militaires. Je dis quoi ? Pensions militaires ? Je dis, mais j'en ai jamais fait. Donc je vais à l'audience des pensions militaires. Je suis un peu en retard parce que je n'avais pas prévu. Je rentre à la salle libérée, il y a des gens qui sont là. Bonjour monsieur Cross, président. Oui, monsieur Machin, représentant les résistants, je ne sais pas quoi, les déportés, je ne sais plus. Monsieur représentant les mutilés de guerre, ça, oui. Et je vous ai dit, moi je suis le commissaire du gouvernement. Je dis, ah, commissaire du gouvernement. Bon. Et puis la greffière me dit, monsieur Cross, vous n'avez qu'une seule dossier, mais c'est un avocat parisien, il veut vous voir. Je dis, ah bon ? Alors je le reçois, bonjour maître. Oui, monsieur le président, bonjour, je viens de Paris. Bon, vous avez vu, monsieur le président, vous avez une seule affaire. Je dis, oui, j'ai vu. Il me dit, ah, c'est de la chance, hein, c'est la plus grosse affaire de pension militaire jamais plaidée en France. Je dis, quoi ? Je dis, ah bon ? Alors je monte à l'audience avec mes 2 assesseurs. Le gars commence à plaider. Je ne rappellerai pas à votre tribunal les dispositions de l'article. Je dis, ici, maître, rappelez. Je ne connaissais même pas les articles, rien. Et j'ai rendu une décision après. C'est parti à la cour d'appel. Je vous avoue très franchement. Et lui, il est persuadé que je connaissais. Et je ne connaissais rien. On m'a fait remplacer comme ça, au pied levé. Au pied levé. J'espère que ça n'arrive plus, que c'est plus comme ça, mais bon. Ça arrive, moi je me suis retrouvé à siéger, moi. Ouais. Parce qu'il y a une règle qui veut pour compléter. Lorsqu'une juridiction n'est pas complète parce qu'un magistrat, voilà, a eu un accident ou est malade, ou quoi au caisse, il y a une règle qui veut qu'on prenne l'avocat le plus ancien qui est dans la pièce. Donc ça se passe à Melun, moi j'étais assez décontractée, j'attendais que mon dossier passe en défense. Et malheureusement, il y a eu un moment où la plus âgée de la salle, c'était moi. Bon, donc on me dit, maître, venez siéger. En gros, on vous demande de devenir magistrat.
Alors déjà, mon client, autant vous dire que là, je l'ai perdu, là. Je ne prends pas, lui. Lui, il me paye pour le défendre et il me voit monter à la place des juges. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein, on n'a pas le choix dans ces cas-là. Puis en plus, on va pas se mettre à dos les deux autres qui attendent qu'on le fasse. Donc je monte. Et alors, ça a été une expérience, mais vous la connaissez, épouvantable. Parce que je suis devenue répressive. Affreux. Car tous les avocats qui ont fait cette expérience le savent. Quand on monte à la place des magistrats, déjà, ça a l'air bête, mais on domine les justiciables, qui est une place à laquelle, en tant qu'avocat, on n'est jamais habitué, puisqu'en faveur, à raison d'une fameuse erreur de menuiserie, nous. Ah ben voilà, tiens, on va vous en parler de ça. Ouais. Donc, moi, par rapport au système américain que j'ai expérimenté, je trouve ça dramatique que les avocats soient comme ça en bas. Donc, tout d'un coup, j'étais en haut, et j'avais le pouvoir. Et bien, ce qui est horrible, c'est que quand on l'a, on s'en sert. Donc, j'ai dit au président, écoutez, je crois que moi, il vaut mieux que... Le bâtonnier a l'air d'être passé dans le couloir, il doit sûrement être plus âgé que moi. J'ai piscine. Hein. Moi, je redescends parce que je me suis trouvée hyper répressive, quoi. Alors, Madame Bocara vous parle de l'erreur du menuisier. Vous savez ce que c'est, l'erreur du menuisier? Alors, vous expliquez? Alors, oui, vous savez ce que c'est? Parlez un peu plus fort, mademoiselle, je suis désolé. Hein. C'est le fait que, par exemple, le parquet soit la même hauteur que les... Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Parce qu'effectivement, dans, vous voyez, les procès aux États-Unis, la défense et l'accusation est au même niveau. Ils sont là. En France, non. Alors, il y a un problème là, parce que moi, j'avais un principe, et je disais à mes auditeurs de justice, ceux qui voulaient devenir magistrats, je leur disais, vous savez, si vous allez être au parquet, il y a un principe qu'il faut absolument appliquer. Vous entrez dans la salle avant le tribunal ou avant la cour. Et vous vous installez à votre poste au parquet. N'entrez pas avec la cour, surtout que souvent, on entrait par la même porte, alors qu'il y a deux portes. Hein. On entrait par la même porte. Ça fait une collusion. Alors ça, ne croyez pas qu'il y a entre le parquet et le siège forcément une collusion parfaite. Hein. Parfois même, ils se détestent, ça. Oui, oui, oui. Parfois même, il y a... Alors, il y a, de toute façon, c'est un métier, je vais vous dire, on n'est pas les meilleurs, hein, on est comme tout le monde. Hein. Il y a des problèmes d'ambition, de réussite, de promotion. Il y a des personnalités un peu bizarres, d'autres un peu curieuses sur un plan psychique parfois. Il y a de tout chez nous. Hein. Faut pas croire. Il y a parfois des gens à l'ego surdimensionné. Bon, très bien. Il faut faire avec. Et ce qui se passe, c'est que normalement, quand vous êtes aujourd'hui candidat pour être magistrat, vous présentez l'ENM. Mais l'ENM, l'École nationale de la magistrature, c'est pas là qu'est fourni le plus grand nombre de magistrats. Ça représente, je crois, 20% grosso modo. Le reste, ça vient de l'extérieur. Et c'est pas forcément mauvais, hein, c'est au contraire. Mais j'ai entendu tout le temps, très souvent j'ai entendu « Ouais, Cros, il est pas mal pour un ancien avocat ». On m'a jamais pardonné le fait d'être avocat. Ça, j'ai senti que j'étais pas totalement pur et j'avais pas fait l'école. Et c'est vrai que l'école donne une autre... Alors, l'école, c'est 31 mois, hein. 31 mois et une majorité de stages en juridiction où vous faites un stage en prison, vous faites un stage dans un cabinet d'avocat. Donc beaucoup de stages pour vous donner la connaissance de la pratique. Et vous êtes noté par les gens chez qui vous faites vos stages. Et il y a maintenant, il y a aussi ça n'existait pas auparavant, il y a maintenant même un psychologue. Non, il y a un psychologue, il y a un psychologue dans le jury final pour déterminer... parce qu'on a eu quelques problèmes avec certains magistrats tout de même, donc c'est arrivé qui est bon. C'est rare. C'est rare, oui, c'est rare. Ça arrive, c'est nouveau. Oui. Donc voilà, au niveau du parquet, ce que je peux vous dire, s'il y a des questions là maintenant, n'ayez pas peur. Voilà, vous voyez bien que vous avez un magistrat qui n'est pas du tout langue de bois là. Hein, qui Alors. parler de façon très simple. Ah oui, vous voulez tous être avocats? Pas tous. Parce que je vais vous faire la propagande pour la magistrature. Je vais vous dire que c'est un métier extraordinaire. C'est le seul métier, mesdemoiselles, messieurs, c'est le seul métier où dans votre métier, vous pouvez en faire plusieurs. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est ça. Vous vous rendez compte, il n'y a rien à voir entre le juge des affaires familiales et le juge d'instruction. Deux mondes différents. Vous pouvez faire du droit des brevets et demain faire de la concurrence déloyale. Vous pouvez faire du pénal et puis faire du civil. Vous faire le droit de la construction si ça vous plaît ou le droit des obligations. Vous pouvez changer sans cesse. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux jeunes auditeurs de justice. Profitez de ce métier pour faire presque toutes les fonctions. C'est passionnant. Maintenant, avocat, c'est passionnant aussi, mais c'est dur. Ouais, c'est ça. C'est très dur. Pas dans la fonction publique, hein. Je vous dis, c'est souvent un sacrifice de beaucoup de choses, notamment de vie personnelle. Hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de ne pas avoir fait l'école de la magistrature? Comment? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de ne pas venir de l'école nationale de la magistrature? Non. Non, je ne regrette pas. Il semblerait qu'il y ait une tendance à avoir aujourd'hui des relations très tendues entre les magistrats et les avocats, et c'est bien regrettable. C'est bien regrettable. Même le nouveau palais est fait de telle manière que, pour des raisons de sécurité, l'accès aux juges est très difficile. L'accès aux magistrats est très difficile. Très, très difficile. Il faut des badges, des machins, et tout. Moi, j'y suis allé une fois pour voir un camarade. Je ne savais même pas me servir de l'ascenseur. Je n'ai pas compris comment ça marchait. C'est un avocat qui m'a expliqué comment ça marchait. Ah non, c'est incroyable, incroyable. Mais enfin, voilà. C'est extrêmement mauvais pour la justice. Ouais. Parce que, bon, alors maintenant, on va dire la vérité. Moi, je vais parler franchement. Vous étiez un juge qu'on n'avait pas de scrupules à aller voir. D'abord parce qu'en étant ancien avocat, bon, bah, c'est vrai que ça facilite les relations avec les avocats quand même. Oui, mais certains anciens avocats, ils sont durs avec leurs confrères aussi. Ouais, mais quand même, il y a quelque chose c'est qu'on vrai. a partagé. Déjà, M. Cross, il était connu pourquoi? Comme un magistrat qui n'est pas, si vous voulez, en conflit permanent avec les avocats. Il faut reconnaître qu'il y a des magistrats qui sont très hostiles aux avocats. Et pour moi, ça ne fait pas œuvre de justice. Ouais, je comprends pas. On peut chacun, hein, vous croyez? Oui, ça je comprends pas. Ça, c'est... Chacun, mais ça existe. Ça existe, oui, tout à Une fait. espèce de forme de je sais pas, de rejet de notre profession que je n'explique pas et qui est très mauvaise pour le justiciable. Parce qu'au fond, quand on arrive à parler au juge, c'est pas pour le corrompre quand on va voir un juge, c'est pas pour essayer de le manipuler, c'est pour discuter et trouver une solution. Après, le juge, il fera ou il fera pas. On le sait très bien. Il fera ou il fera pas. Mais son écoute peut être importante. Et le juge y gagne aussi. Parce que nous savons des choses de nos clients qu'ils ne savent pas. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir des juges d'instruction en disant, voilà, vous ne savez peut-être pas que machin truc. Bon, hop, ça réoriente la façon dont ils voient l'affaire. Donc, on a tout à gagner, je pense, à cette collaboration. Malheureusement, ce n'est pas dans l'air du temps. Et c'est tellement pas dans l'air du temps que c'est pas parce que vous n'êtes pas doué que vous n'avez pas réussi à faire marcher l'ascenseur. Hein. Le TGI de Paris a été conçu pour que nous ne puissions plus, en tant qu'avocat, avoir accès aux magistrats. Et pour moi, je vous dis, la sécurité a bon dos. C'est le prétexte invoqué, mais ce n'est pas du tout la réalité. Alors oui, il y a peut-être des problèmes de sécurité. Mais enfin, ça va. Avant, on pouvait se côtoyer, on n'a jamais tué un juge. Enfin bon, que je sache. Hein. Si, il y en a eu deux. Deux? Oui. Juge Renaud et le juge de Marseille. Oui, non, mais pas par les avocats. Ah non, pas encore. Voilà. Pas encore. Bon, ça, je sais qu'il y en a eu, mais c'était pas par les avocats. Bon, donc on n'était pas tant que ça un danger nous-mêmes. Ouais. Bon, il y a une volonté. Alors après, les magistrats se plaignent que la magistrature attire moins, etc. Mais c'est pas très convivial de nous laisser comme si on était des... Vous voyez? Bon, voilà. Je pense que c'est pas l'intérêt de la justice. Vous avez toujours eu des bonnes expériences avec les avocats. Je vais même vous faire une confidence. J'ai une de mes amies avocates, quand j'ai dit que vous alliez intervenir à l'ISD, qui m'a dit oh, le juge Cross, il est fantastique. Alors j'ai dit, ah bon, ben, raconte l'anecdote, moi je veux le gossip. Et alors elle me dit, une fois, c'est aux affaires familiales, elle fait que des affaires familiales. Elle m'a dit qu'elle était venue plaider un dossier devant vous, qu'elle avait fait une petite boulette sur l'acte, voilà, et qu'au lieu de le dire devant les clients, pour l'humilier, c'est rien de pire. Maintenant, il y a certains magistrats, ils disent, ah ben maître, c'est mal fait, devant les clients. Affreux, affreux. Vous aviez laissé les clients sortir et vous lui avez dit, bon, maître, je tiens quand même à vous signaler que ça, faudrait l'arranger un petit peu. Je ne me souviens pas, ouais. Eh bien, elle se souvient. Je ne me souviens pas, ouais. Je me souviens pas du tout. C'est très attentionné, évidemment. Tous les juges ne sont pas comme ça. D'ailleurs, tous les juges ne seraient pas venus vous voir pour vous parler comme ça, de façon aussi, je dis simple, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens vraiment bienveillant et vous disant la vérité de la profession. Oui. Alors, attends, on va voir s'il y a d'autres questions pour terminer. Ah ben, on en a deux. Les autres.
autres, n'hésitez pas. Vous voyez bien que M. Cross, il ne va pas vous manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, franchement. Ah, Oui, voilà. mademoiselle. Jeune fille. J'aimerais savoir du coup en quoi est-ce que vous étiez passé d'avocat à magistrat et comment vous n'aviez pas fait l'école de Ouais. Oui, je l'ai fait pour des raisons familiales. Donc, et je l'ai fait à une époque où c'était relativement encore facile de passer. Là, c'est devenu un peu plus difficile. Il fallait que j'aie 35 ans. Et il fallait que j'ai 8 ans de pratique. Et il fallait déposer un dossier à la chancellerie en justifiant de ses revenus en tant qu'avocat pour démontrer que lorsque vous devenez magistrat, vous perdez de l'argent et vous n'en gagnez pas plus que lorsque vous étiez avocat. Donc c'est un dossier qui a été examiné. On m'a ensuite fait faire un stage de 3 mois en juridiction. C'est comme à l'armée, quand j'étais à l'armée, on m'a dit voilà, vous faites un stage de 3 mois au tribunal d'instance, vous êtes destiné à faire de l'instance. Je n'ai jamais fait d'instance de ma vie. Ouais, jamais. Ouais, ouais, jamais. Donc voilà, donc c'est comme ça, j'ai déposé. Donc effectivement, quand vous êtes par exemple militaire de carrière, vous souhaitez rentrer dans la magistrature, vous pouvez le faire si vous bénéficiez de tant de présence et si vous avez un minimum de connaissances, etc. Donc il y a le concours de l'ENM et il y a des concours annexes proposés à des fonctionnaires. Alors parfois il faut qu'ils préparent, et puis il y a des concours à l'intégration directe. Si vous êtes directeur juridique d'une société, on va peut-être vous prendre directement, mais il y a tout de même des stages maintenant, souvent des stages de 5-6 mois, souvent non rémunérés d'ailleurs. Ouais. Donc pour entrer dans la magistrature. Voilà. Donc voilà. Les gens, les stages non voilà. rémunérés. Ouais. Vendeur. C'est très vendeur. Donc voilà. Oui, il y a d'autres questions. Allez-y. Alors pas toujours les mêmes parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas trop. Sur ce rang-là, c'est bon? Vous avez envie de poser des questions? Allez-y. Hein. Allez. Non, c'est bon là? Ah, une deuxième. Ben voilà. Vous étiez avocat en quoi avant de vous réorienter? C'est du droit du travail surtout. J'étais correspondant pour deux capitales. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la fusion avocat-conseil juridique. Et je travaillais avec une société qui est devenue FIDA, qui s'appelait Société juridique et fiscale de France, et avec un cabinet américain qui s'appelait Baker McKenzie. Et en fait, j'aurais dû intégrer Baker McKenzie. Et j'ai refusé. Voilà. Et je savais que ne le faisant pas, voilà. C'est aussi pour des raisons familiales. Je vais vous dire très franchement, je crois que j'aurais pas eu 50 ans de mariage si j'avais continué à être avocat. Je serais mort avant. Non, c'est très dur. Je vous dis très franchement, c'est un métier passionnant, mais qui est devenu très difficile. Et surtout, aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez à un très bon niveau pour réussir. Et quand moi, ma fille était avocate pendant 4 ans, et les choses sont très simples, je vous le dis très franchement. Si au bout de 4 ans, dans le cabinet où vous travaillez comme collaborateur ou collaboratrice, si on ne vous propose pas une association, ou si vous n'avez pas de clients pour pouvoir commencer à vous installer à titre personnel, il faut quitter cette profession. Il faut vous donner 4 ans, 4-5 ans, pas plus. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et ma fille est devenue, elle dirige un service juridique à la Poste, elle est très contente, elle a une vie normale. Elle voit ses enfants. Non, je vous le dis, hein, faut le savoir ça. Et en plus, c'est vrai que sur le plan des charges, c'est lourd. C'est lourd. Les professions libérales, c'est lourd aujourd'hui. Alors, toute cette zone de la classe, est-ce qu'il y aurait des questions? Allez-y, n'hésitez pas, franchement. C'est bon? Alors, on revient par là. Non? Tous ces rangs-là, pour vous, tout bien? Vas-y, t'avais encore une question? Non, du coup, elle l'a posée. D'accord. Bon, Moi, je crois que... Ah, une dernière. Vas-y. C'était par rapport au fait que vous expliquiez tout à l'heure, par rapport aux statistiques, on entend souvent dire que les procureurs vont rarement obtenir un acquittement parce que c'est pas bon pour la statistique. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toujours cette pression ou c'est juste une rumeur non, là, non, c'est pas le problème, il est... Non, c'est pas le... normalement, si vous amenez un dossier à l'audience, ça veut dire qu'en tant que procureur, vous pensez que ça tient. Si vous obtenez un acquittement, et que vous obtenez trop d'acquittement, votre chef, votre procureur va se poser des questions en disant « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous menez des affaires à l'audience qui s'effondrent, ça ne va pas, c'est pas sérieux. » Donc en fait, c'est ça. Le problème, c'est de bien qualifier. Mais ce n'est pas parce que vous obtenez beaucoup d'acquittements que...
on va vous sanctionner, mais on risque de vous poser la question, est-ce que effectivement vous qualifiez correctement et si vous faites un travail sur le plan juridique qui tienne le coup, hein. Il ne s'agit pas lorsque vous êtes... Alors, il y a des dossiers dans lesquels ça se discute, c'est tangent. Alors, vous prenez le risque ou pas, mais bon, ce qui est sûr, c'est que le procureur, au niveau du tribunal judiciaire, il regarde tout de même vos résultats d'audience en se posant la question de savoir, par rapport aux réquisitions, ce que vous obtenez par rapport à la gravité des faits. Hein. Donc, mais je vous dis, aujourd'hui, le problème, c'est que les circulaires ministériels disent bien que les procureurs ne doivent requérir la détention que dans des cas bien extrêmes. Hein. Ouais, moi, je trouve que c'est normal. Ouais. Donc, à partir du moment où vous avez... Alors, ça bouge beaucoup parce que les gens ne sont pas contents. Hein. Les gens ne sont pas contents. Bon. Il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que tout ça est transparent, c'est à l'audience. Il n'y a pas d'histoire statistique à l'audience, il y a des témoins, il y a des avocats de la défense. Si tu veux, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi au parquet, puisque tout ça, à part les cas rarissimes, quand même, qui sont exceptionnels de huis clos, tout ça se passe devant des avocats de la défense qui n'ont pas se laisser faire. Il n'y a pas d'histoire statistique. La justice n'est pas au poids. La justice, c'est, comme vous l'a dit le magistrat, c'est une démonstration par le parquet, puisqu'aujourd'hui, il a été question du parquet. Il démontre ou il ne démontre pas. S'il ne démontre pas, c'est tant pis pour eux. Voilà, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Ils ont quand même la police, la gendarmerie, nous on n'a rien. Donc, Alors parfois, ce qui peut se passer, effectivement, c'est que dans une affaire un peu délicate, si j'ose dire, le parquet passe le bébé au tribunal en disant, bon, le tribunal se débrouillera. Ça, bon. c'est les dossiers tangents. C'est aussi tangent. Globalement, bon. il ne peut pas y avoir d'histoire de statistique comme ça, puisque ça se passe à l'audience. Tu crois que les avocats de la défense, ils vont se laisser faire? Mais vous verrez que pour les juges du siège, la statistique, c'est différent. Hein. Tout pas à fait ça, différent. les statistiques Ouais, judiciaires. ouais. C'est, par exemple, moi je vais donner un exemple qui m'avait choqué. Dans les derniers temps, je vais à Versailles demander un renvoi. Moi, je déteste demander des renvois, parce que je trouve que ça, c'est des dossiers qui traînent, c'est agaçant, il faut que ça booste. Bon, mais là, il était justifié le renvoi. J'arrive à Versailles, à la cour, je demande un renvoi qui était parfaitement justifié. Le président, il tord du nez, l'air de dire à non mettre, à non mettre. Puis à un moment, j'ai compris après, un peu rétrospectivement, il m'a refusé le renvoi, ce qui était une honte. Surtout que j'en demande quasiment jamais des renvois. Mais en fait, moi j'ai compris après, parce que j'ai eu l'info, qu'on leur avait dit que les statistiques, alors c'est pas sur le résultat de l'affaire, mais il fallait traiter 15 dossiers dans l'audience pour abattre du dossier. Voilà. Donc s'il renvoie mon affaire, il n'a pas fait les 15. Donc ils deviennent de plus en plus difficiles sur les renvois, et pour moi ça ne va pas ça. Parce qu'une décision de renvoi, elle doit être prise de façon juridictionnelle. C'est oui ou non, en opportunité. Ça ne doit pas être parce qu'il y en a 15, il y a 15 dossiers à l'audience, parce qu'il faut abattre du chiffre. Bon, hein, t'es pas d'accord? Donc c'est là que la notion de statistique joue. En revanche, sur l'input, sur le résultat, non, ils ne peuvent pas. On est tous là, on va faire quoi? On va hurler, nous. On va voir le bâtonnier, on fait des trucs, nous. Si on sent que c'est pipé à l'audience, ça passe pas. Impossible. Voilà, donc et je voulais vous dire une dernière chose, le droit, c'est pas la morale. Ah oui, très important. Le droit, c'est pas la morale, c'est-à-dire que on peut parfois être un peu choqué sur le plan moral, mais le droit, c'est une démonstration. Et si ça tient pas, ça tient pas. Vous savez, je vais terminer là-dessus, il y a une phrase que j'avais l'habitude de dire quand je présidais, quand on prononçait des relax. Alors, relax pour le tribunal, acquittement pour la cour d'assises, hein, point de vue vocabulaire. Quand je prononçais une relax, c'était tangent, alors la personne était très contente, et avant qu'elle passe la porte quittant la salle d'audience, je disais, monsieur ou madame, ne recommencez pas. Et ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité, on n'était pas dupes, seulement ça ne tenait pas sur un plan juridique. Nous sommes les serviteurs de la loi. Moi, c'est ça que je dis. Je ne suis pas d'accord avec mon copain Rosenzweig. On n'est pas des politiques, on est des serviteurs de la loi. Si on est des politiques, c'est dramatique. Dramatique. Eh ben, je crois qu'on peut vraiment remercier Voilà. M. Troll. Voilà. Merci. Voilà. Et réfléchissez bien. Ouais, c'est bien. On va faire une petite vidéo de vous, ça vous dérange pas? Non, pas de problème. Ouais. Ça va? Bon, ils sont gentils, ouais, hein. ça va, ouais. Ils sont gentils, ils se tiennent bien. Ouais. Mais, Merci 1000 fois. Oh, de rien. C'est top. ouais, je sais pas. Vous voulez bien rester 2 minutes, on va vous faire Ah ouais, une vidéo. d'accord. Gardez le micro. Ah, faut que je garde le micro. Ça vous a plu ou pas?
Voilà, au revoir, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Ouf, voilà, au revoir. Au revoir. Ouf. Ça va être rapide. Hein, on a le Oh temps. oui. Voilà, au revoir. Au revoir. Ouais, il y a beaucoup de... Très féminin, hein? Oh non, il y a Non? Au revoir, mademoiselle.